dans ces moments cérémoniaux, dans vos grades et fonctions respectives. Bienvenue donc à la conférence sur la précarité et l'insertion par l'activité économique. Vous n'êtes donc pas trompé de salle, organisée par le collectif Cause. Le collectif Cause, comme c'est écrit, collectif d'acteurs unis par la solidarité et l'engagement, a été créé en 2023, constitué aujourd'hui d'une trentaine d'associations, avec comme objectif d'échanger, de partager, d'organiser notamment des actions collectives d'information et de travail comme aujourd'hui nous vous proposons. L'année dernière, il y avait une conférence qui a eu beaucoup de succès sur le sans-abrisme. Donc voilà, on essaye de réitérer de nouveau sur un autre sujet. Pour vous servir aujourd'hui, donc moi je suis Benoît Aubert, le directeur général de Pyramide Est, membre de Cause bien entendu. Donc c'est avec une grande mission que j'ai à animer cette conférence, en sachant que pour que vous restiez jusqu'à la fin, ce que Taïeb me disait fort justement, il y a un pot qui vous sera proposé, qui a été confectionné par Mespol Service, dans le cadre notamment de ses activités d'insertion et du chantier d'insertion. Bon, minute faillotage, du coup nous invitons à venir sur la scène Raphaël Baluco, le président de Mespol Service, qui va nous faire quelques petits mots d'introduction. Voilà, donc en attendant le pot, vous pouvez aussi acheter des produits qui sont faits à Mespol Service sur notre maraîchage, des produits bio, et qui sont transformés pour la plupart à la conserverie de Metz. Voilà, donc moi je vais vous dire quelques mots rapidement. Ce que Michel m'a demandé de faire, Michel Balucci, c'est de donner l'ambiance dans quel état d'esprit Cause travaille et réfléchit, et pourquoi on s'est créé. Alors, il ne suffit pas de traverser la rue, comme d'aucuns le prétendent, avec un mépris certain. C'est le retour de la condescendance. Les pauvres seraient responsables de leur situation, fainéants et profiteurs, tant qu'on y est. On entend de plus en plus cette petite musique accusatoire, encore renforcée quand il s'agit d'étrangers. Dans le même temps, on trouve tous les prétextes les plus scandaleux, les plus absurdes, pour exonérer les plus riches de payer leurs impôts, ce qu'ils devraient payer, comme nous, s'ils ne trouvaient toutes les combines possibles pour y échapper. Et pour pallier ce manque à gagner, la puissance publique va couper dans les aides des plus précaires, alors même que ce sont de mauvaises économies qui, in fine, coûtent au collectif plus cher, parce que plus on s'enfonce dans la précarité et la pauvreté, plus on coûte à la société. Ce soir, nous voulons montrer que l'accompagnement des personnes en difficulté, dans le cadre de l'insertion par l'activité économique, c'est un métier et pas de la charité. Un métier qui nécessite de rétablir de la confiance avec des personnes abîmées par la vie et par le regard qui est porté sur elles. Des personnes qui sont souvent bien plus courageuses, engagées et résilientes que nombre d'entre nous. Trop souvent réduites à une case sur un formulaire bureaucratique, elles sont déshumanisées et notre tâche première est de remettre de l'humanité dans les rapports que nous entretenons avec elles. Prendre le temps de recréer ce lien humain par l'écoute, l'attention, l'empathie. Et là, je veux rendre hommage aux professionnels qui s'attellent jour après jour à cette tâche complexe, parce que les parcours de ces personnes sont très divers, souvent chaotiques, et nécessitent au plus haut point cette capacité d'empathie indispensable. Merci. Merci Raphaël. Bien, pour commencer donc pour vous présenter un peu le déroulé de notre conférence d'aujourd'hui, nous allons avoir dans un premier temps Alexis Garnier qui va me rejoindre sur scène, qui va nous faire un état des lieux de la pauvreté en France avec un focus en Moselle. Ensuite, une table ronde avec différents acteurs locaux qui vont nous présenter les différents projets, les différents chantiers d'insertion qu'ils mènent sur leur territoire.
Et enfin, en finale et en guest star, nous aurons Melaine Cervera qui nous illuminera, accompagnera autour d'une approche sociologique sur l'histoire de l'insertion et par l'action et l'activité économique. À nous, Alexis, petite présentation très rapide. Donc Alexis est le délégué Meuse et Moselle, deux beaux départements du Grand Est du Secours catholique, après avoir sévi en Ille-et-Vilaine et également en Grenoble. Ils viendront aujourd'hui nous faire une présentation. Ce qu'on sait, on connaît beaucoup les activités du Secours catholique en termes d'aide, d'accompagnement, etc. On le sait un peu moins, mais chaque année, le Secours catholique met en lumière, via un observatoire, un focus et un état des lieux sur la pauvreté. Voilà. Merci Alexis. Merci Benoît, bonsoir à toutes et à tous. Donc je suis ni sociologue, ni analyste, ni statisticien, simplement petit serviteur inutile de la délégation Meuse-Moselle du Secours catholique, mais chaque année, notre association sort en novembre un rapport statistique annuel qui est quand même assez attendu parce que il est intéressant, il est relativement rapide après justement une année de collecte de chiffres pour sortir l'année suivante une analyse de ces statistiques. Alors, je vais à la fois donner des chiffres sur la Moselle, mais comparativement aux chiffres en France, et puis le rapport statistique qui est sorti en novembre 2025, eh bien, il fêtait les 30 ans de ce rapport qui a commencé sur une collecte de chiffres en 1994 avec un premier rapport statistique qui est sorti en 1995. Et donc c'est intéressant de se dire qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 30 années. Et du coup, trois parties dans cet exposé que je vais essayer de faire le plus rapide possible, on ne dit pas plus d'une demi-heure. Eh bien, d'abord, c'est de se dire que, en fait, on est dans une situation où le regard sur la pauvreté a changé. Ce sera ma première partie. Ensuite, que la pauvreté, c'est jamais un choix. Et enfin, que la pauvreté, c'est pas une fatalité, et que s'il y a une volonté politique partagée, eh bien, on peut changer les choses. Voilà. Alors, peut-être juste dire d'où je parle. Le Secours catholique aujourd'hui, c'est une association qui a rencontré en 2024 1 120 000 personnes en situation de pauvreté, 58 000 bénévoles qui sont répartis à peu près sur 4 000 équipes locales. Aujourd'hui, 910 salariés, mais peut-être vous le savez, le Secours catholique connaît à l'heure actuelle une passe un peu difficile avec un plan social où on va supprimer une centaine de postes salariés dans notre association. Pour la Meuse-Moselle, on a rencontré en 2024 6 000 situations de pauvreté avec donc 850 bénévoles répartis en 45 équipes locales, dont 32 en Moselle et 13 en Meuse, avec 12 salariés. Et puis le Secours catholique, il fait partie d'un immense réseau, le réseau Caritas, sans doute le plus grand réseau de solidarité internationale, puisqu'on est présent dans 200 pays, avec 162 Caritas, et le Secours catholique est l'une d'entre elles. Alors, pour ce rapport statistique, voilà, il se présente comme ça chaque année. Donc avec cette année, ce regard des 30 dernières années, eh bien, on collecte des situations par rapport aux personnes qui sont rencontrées. Donc depuis 30 ans, c'est 2,7 millions de personnes qui ont été rencontrées, qui ont fait l'objet d'une fiche statistique. Sur l'année 2024, ça représentait 62 439 fiches. Et pour la Meuse-Moselle, 3 686. C'est juste pour dire, voilà, avec quoi je parle et avec quoi ces chiffres ont été constitués. Et chaque année, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Alors, premier point, sur ces 30 dernières années, ce qu'on constate, c'est un véritable changement profond de ce regard porté sur la pauvreté. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à la sortie des 30 Glorieuses,
il y a eu cette crise économique dans les années 70 et on arrive à un chômage massif. Et donc, la société, petit à petit, a considéré qu'elle avait une dette sociale vis-à-vis des plus pauvres, puisque le nombre d'emplois proposés n'était pas suffisant pour permettre à toute personne de retrouver du travail, et que par rapport à cette dette sociale, il fallait créer un filet de sécurité. Et à la fin des années 80, donc en 1988, le gouvernement Rocard met en place ce filet de sécurité qu'est le revenu minimum d'insertion. Et puis, dans ces années 90, eh bien, il y a un vrai élan de solidarité pour lutter contre la pauvreté, à tel point qu'en 1994, on considère que eh bien, ça doit être considéré comme la grande cause nationale. La lutte contre la pauvreté est considérée comme grande cause nationale. Donc ça veut dire que l'État met des moyens à disposition des différents acteurs pour lutter contre la pauvreté. On est dans cet élan, et puis il va y avoir un basculement de ce regard. Sans doute que l'inquiétude que ce filet de sécurité augmente avec un chômage qui augmente fasse peur aux politiques, au pouvoir public. Et donc, il y a eu un discours qui a commencé au début des années 2000 à être beaucoup plus dur vis-à-vis des personnes. Et on assiste au cours des années 2000 à un phénomène qui consiste à dire, finalement, est-ce que les pauvres ne seraient pas un peu responsables de leur situation ? Et ce discours, il va prendre de l'ampleur. On va entendre en 2007 Sarkozy dire la France qui se lève tôt, par rapport à la France des allocs. On va entendre en 2011 Laurent Wauquiez dire le cancer de l'assistanat. En 2018, Macron qui dénonce ce pognon de dingue par rapport au coût de la protection sociale. Et on sent ce discours qui est de plus en plus à prendre de l'importance et à responsabiliser, à considérer que finalement, ceux qui ne travaillent pas, s'ils ne travaillent pas, c'est qu'ils ne veulent pas travailler. Et on a un basculement en 2015, puisque en 2015, dans des sondages, on a un baromètre de l'adresse qui dit qu'il y a 60% des personnes qui répondent à ce baromètre qui disent que si les personnes ne travaillent pas, c'est de leur faute, elles ne veulent pas travailler. Alors c'est vrai qu'on était dans un contexte de diminution du chômage, et donc on pensait que cette diminution allait se poursuivre, et donc on a ce discours ambiant, et là ce basculement par rapport à l'opinion publique, et on sent bien que le discours politique a nettement influencé, évidemment, cette idée qui se répand dans l'opinion publique à partir de 2015. Alors évidemment, ce discours, il est extrêmement stigmatisant. Les personnes en précarité l'intériorisent. C'est extrêmement douloureux pour ceux qui subissent cette situation de pauvreté. Et voilà, on va dire, et on va déconstruire, on dénonce cette situation parce que c'est faux. Et là, ma deuxième partie, c'est de dire que jamais une personne ne choisit la pauvreté. On ne choisit pas la pauvreté. Alors, on a plein d'exemples par rapport à cette affirmation. On a le nombre d'enfants qui ne choisissent pas de naître dans des familles pauvres et de plus en plus de familles qui reproduisent la pauvreté. On va parler de la situation des familles issues de la migration, des familles étrangères qui n'ont pas le droit de travailler et qui forcément vivent dans la précarité. Des personnes qui ont des problèmes de santé ou de handicap qui vont petit à petit s'éloigner de l'emploi. On va expliquer tout ça et jamais il s'agit d'un choix, mais au contraire de quelque chose de subi. Alors peut-être commencer par se dire de qui parle-t-on quand on parle des personnes qui vivent la pauvreté. De quoi parle-t-on quand on parle de pauvreté ? Eh bien, la pauvreté monétaire, tout le monde le sait, mais c'est quand même peut-être bien de le redire, au moins de se situer par rapport aux chiffres de l'année 2024. C'est de se dire que quand on divise la population française en deux parties égales, 50% des plus riches, 50% des plus pauvres, on arrive à un niveau de vie médian qui est, en 2024, de 2193 €. Pour calculer le taux de pauvreté, on dit que c'est 60% du revenu médian dans le pays concerné, et on arrive à 1316 €. Donc, est considéré comme pauvre celui qui vit sous le seuil de pauvreté qui, en France, en 2024, est à 1316 €. La population du Secours catholique, celle dont on parle par rapport à ces chiffres, eh bien, elle se situe bien plus bas.
En fait, on a là, si on divise la population du Secours catholique en 2 parties égales, on a un revenu niveau de vie médian qui est à 565 €. Et ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que sur ces 10 dernières années, eh bien, la part de ceux qui n'ont aucune ressource ne fait qu'augmenter. Et on viendra sur les explications dans un instant. Donc 25% en 2024, au niveau de la moyenne nationale, de personnes qui n'ont aucune ressource et qui viennent frapper à la porte du Secours catholique. Par rapport à un premier constat qu'on faisait dès 2023, c'est l'augmentation constante depuis 30 ans de la précarisation de la pauvreté. Les femmes s'appauvrissent plus que les hommes, et donc on a un certain nombre de chiffres que l'on voit augmenter. Au niveau de la moyenne nationale, donc il y a un peu plus de 30 ans, on était à peu près à 50-50. Donc en 1994, 51% sont des femmes qui viennent frapper à la porte du Secours catholique. On est aujourd'hui à 56%, mais en Moselle, on était à 44% en 1994 et on est à 64,7% aujourd'hui en 2024. Donc il y a en plus donc, énormément de familles qui viennent au Secours catholique, donc qui représentent des ménages avec des enfants, et la plupart, ce sont des mères seules avec enfants, et donc qui sont dans une situation un petit peu difficile. Donc de dire que tous les enfants qui sont touchés quand leurs familles viennent au Secours catholique sont dans une situation de pauvreté, 72% extrême pauvreté. L'extrême pauvreté, c'est 40% du revenu médian. Hein, le seuil de pauvreté, c'est 60% du revenu médian. Donc on était à 1 300 €. Et quand il s'agit de l'extrême pauvreté, on est à 855 € en 2024. Et puis 22% sans aucune ressource. Voilà. Par rapport aux ménages justement de nationalité étrangère, là aussi il y a des chiffres qui sont extrêmement parlants. On était en 1994 en moyenne nationale à 20% de la population qui était étrangère à venir au Secours catholique pour demander une aide. En 2024, on est à 52,7%. En Moselle, on voit aussi une augmentation. On part en 1994 de 8,5% de la population qui est étrangère à venir frapper à la porte du Secours catholique. On est à 39,11%. Alors évidemment qu'il y a un décalage entre 39 et 52, mais parce que en fait, les populations étrangères vont essentiellement dans les grandes métropoles. Nous, à Metz, on est quand même une porte d'entrée, mais très vite les personnes vont dans les villes plus importantes, espérant trouver plus facilement un emploi. Et le Secours catholique est plutôt très présent en milieu rural, où il y a moins d'étrangers, ce qui sont un peu des explications par rapport à des pourcentages plus faibles dans notre département de Moselle par rapport à l'ensemble de la France. Là aussi, on trouve beaucoup de femmes, beaucoup de mères isolées, et évidemment des mères donc, avec des enfants, et qui représentent 40% des personnes étrangères soutenues en 2024 par le Secours catholique. Ces personnes étrangères, eh bien, elles sont la photographie, la représentation des crises que connaît le monde, c'est-à-dire les guerres, c'est-à-dire les crises climatiques, c'est-à-dire les catastrophes naturelles. Et la photographie des personnes proportionnellement qui viennent frapper à la porte du Secours catholique, eh bien, on les retrouve au niveau des chiffres de l'OFPRA. On a à peu près les mêmes évolutions en fonction des départements. Et ces personnes étrangères, eh bien, la grande problématique, c'est la difficulté d'accès à leurs droits, difficulté d'avoir un statut, difficulté d'être régularisé, difficulté donc de trouver du travail, difficulté de devenir autonome. Et cette difficulté est de plus en plus importante et s'étale dans le temps. On a vu en plus les problèmes alors de la langue évidemment, mais les problèmes de la digitalisation, maintenant tout se fait par Internet, ça accroît les difficultés d'accès aux droits des personnes étrangères, sans parler des difficultés de l'ANEF, ce service, cette plateforme numérique de l'État mise à disposition et qui pose, où il y a des bugs, où il y a des difficultés qui rendent difficile l'accès aux droits des personnes étrangères. 3 chiffres qui sont intéressants, c'est la diminution énorme des personnes qui ont un statut et qui viennent frapper à la porte du Secours catholique. En 1999, ça représentait 67% des personnes qui venaient.
c'est plus que 28%. Et par contre, on a 28% des personnes qui sont en attente de statut, et ça augmente de plus de 10 points, 39. Et enfin, encore pire, les personnes déboutées sont de plus en plus nombreuses à frapper à la porte du Secours catholique. Elles n'étaient que 3% en 1999, elles sont 31% aujourd'hui, en 2024. Troisième élément, après la féminisation de la pauvreté, les personnes étrangères, la question de la santé et du handicap. Là aussi, une augmentation du nombre de personnes qui tombent dans la précarité à cause d'un problème de santé ou un problème de handicap. Elles étaient 15% en 1999, elles passent à 22,8% en 2024, un peu plus en Moselle, 24%. Et on voit bien un basculement dans la pauvreté, dans la précarité, dû à un problème de santé, où on a une vie active qui est de plus en plus dure à supporter et qui fait subir au corps des choses qui deviennent insupportables et donc qui rendent l'emploi impossible. On continue. Et puis on voit alors à la fois une baisse du nombre de chômeurs à venir au Secours catholique. On passe de 37% à 16%, mais par contre, et on verra tout à l'heure qu'il y a une augmentation du nombre de personnes qui sont en CDI qui viennent au Secours catholique. Donc une baisse du chômage, mais une augmentation de l'inactivité. Alors quand on parle de l'inactivité, il y a deux types d'inactivité. Il y a l'inactivité classique, ce sont les personnes qui sont étudiantes ou ce sont les personnes qui sont à la retraite, qui ne travaillent pas par définition. Et on a des personnes qui sont en inactivité, non pas parce qu'elles seraient à faire des études ou qu'elles seraient à la retraite, mais parce qu'elles sont dans l'incapacité de travailler, soit à cause de problèmes de santé ou de handicap, soit parce qu'elles sont étrangères, elles n'ont pas le droit de travailler, soit parce que le travail est inaccessible. Je m'occupe de mes enfants, je suis mère seule avec mes enfants, je vis loin de tout, j'ai des problèmes de mobilité, et tout ça fait qu'on a de plus en plus de personnes qui viennent au Secours catholique et qui tombent dans cette catégorie d'inactivité autre que celle qui est classique, et on passe de 14% en 1999 à 40% en 2024. Donc, occuper un emploi ne protège pas de la pauvreté. 18 personnes en moyenne nationale qui viennent au Secours catholique ont un emploi. C'est un peu plus en Moselle. Malgré tout, leur niveau de vie est bien inférieur à l'extrême pauvreté. Et on est à 855 € pour la plupart de ces personnes. 3/4 d'entre elles sont dans des emplois précaires. Alors, ça baisse par rapport à 99 parce qu'on a une augmentation des CDI. Alors, on se dit, CDI, ça veut dire stabilité. Stabilité, ça veut dire on est censé sortir de la pauvreté, sauf que ce sont des CDI avec des temps partiels, des temps contraints, un temps partiel subi, et que ça ne suffit pas pour vivre dignement. Et donc, on vient au Secours catholique demander des aides complémentaires alors même qu'on est dans un emploi relativement stable. Donc, autre élément, on s'aperçoit qu'en milieu rural, avec la désertification, la perte des services, la perte des possibilités de travailler, il y a de plus en plus de pauvreté en milieu rural, et un vieillissement des personnes en milieu rural. Elles représentent 18% en milieu rural, alors qu'elles représentent 12% pour les plus de 60 ans en milieu urbain. Et on est passé des personnes françaises, alors je le disais tout à l'heure, il y a peu d'étrangers en milieu rural, et on passe de 15% à 32%. Alors, si la pauvreté, c'est pas un choix, et si la pauvreté, elle est subie, pour autant, on considère que la pauvreté, c'est pas une fatalité. Pourquoi c'est pas une fatalité ? Parce que toutes les fois qu'il y a une volonté politique affichée, eh bien, on s'est rendu compte qu'on faisait baisser la pauvreté. Je reprends 2 exemples pour aller vite. D'abord, notre système de protection sociale.
Sans ce système de protection sociale, on passerait de un peu plus de 22% à 15%. Vous savez que notre taux de pauvreté, il est passé en 2023, selon l'INSEE, de 14 à 15%. On a une augmentation de ce taux de pauvreté. Et si, ici, vous avez l'ensemble des prestations, primes d'activité, minima sociaux, allocations logement, prestations familiales, impôts et cotisations. Si on n'avait pas tout ça, eh bien, on serait à 22% de taux de pauvreté. Grâce à tout ça, on fait baisser le taux de pauvreté car cette redistribution nous permet de permettre à un plus grand nombre de profiter de cette solidarité nationale. Et puis deuxièmement, un point que je trouve aussi très important, c'est de se dire que si on se compare, nous, la France, aux 27 pays de l'Union européenne, eh bien on s'aperçoit que pendant cette période de 2015 à 2024, la plupart des pays, 23 pays sur 27, ont diminué leur taux de pauvreté. Il y a dans les objectifs de développement durable, vous savez, ce qu'on appelait l'agenda 2030, les 17 objectifs des Nations Unies qui ont été fixés en 2015. Le premier objectif, c'était d'éliminer la pauvreté d'ici 2030. L'Union européenne s'est dotée d'un certain nombre d'indicateurs agrégés à un système qu'on appelle AROP, At Risk of Poverty or Social Exclusion, merci pour l'accent, mais pour dire, on s'est donné des critères, et ces critères nous permettent de dire où on en est, et de se situer les uns par rapport aux autres. 23 pays baissent la pauvreté dans cette période, la France augmente de 11%. On est le pire élève de la classe, et si on se compare à un pays qui n'est pas forcément plus riche que la France, le Portugal, lui, dans cette même période, il baisse la pauvreté de 7%. Donc, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises dans cette période au Portugal qui sont intéressantes. Ils ont mis en place la revalorisation du revenu social d'insertion. Ils ont mis en place un minimum de 600 € par an et par enfant, avec des suppléments quand le ménage se trouve en grande pauvreté. Résultat, ils diminuent le taux de pauvreté d'une manière assez remarquable. Ça montre bien qu'il s'agit bien d'une volonté politique ou non. On a cette volonté ou on ne l'a pas. Et quand on regarde, on voit bien qu'entre 2013 et 2023, eh bien, on a une diminution de cette générosité et de cette redistribution qui a été réduite par un certain nombre d'initiatives. Alors, même si ces constats sont pessimistes, on peut se dire qu'on a des exemples en France où il y a eu des périodes où ça a été plutôt favorable. Entre 1996 et 2004, on a permis à 800 000 personnes de sortir de la pauvreté. Notre situation comparée à le reste de l'Europe, je le redis, 23 pays qui redressent la barre alors que la France baisse au niveau de sa capacité à lutter contre la pauvreté. Et donc, on voit bien aussi que quand tout le monde s'y met, eh bien, ça contribue par rapport aux dispositifs sur l'énergie, par rapport aux dispositifs des banques, pour éviter l'exclusion bancaire, etc. On a des initiatives qui peuvent être favorables. Et donc, le Secours catholique appelle simplement un sursaut collectif pour se dire rien n'est perdu, on peut revenir aux années 90 et de se redire s'il y a une volonté politique, si l'opinion publique se ressaisit, si nos associations comme Cause le proposent, travaillent mieux ensemble et qu'on est capable d'avoir un discours vis-à-vis d'une opinion publique qui peut entendre le nôtre de discours et pas seulement le discours de ceux que j'ai cités tout à l'heure, on peut se dire que peut-être rien n'est perdu. Voilà, je vous propose d'arrêter là. Je crois que j'ai dépassé largement le temps qui m'était imparti. Voilà. Merci beaucoup, Alexis, de cette présentation très éclairante. T'as fini sur une note optimiste, heureusement, parce qu'au bout d'un moment, je me disais, c'est vrai qu'on assiste à
On assiste à une dégradation, en tout cas, des populations les plus vulnérables. Et puis on entend et on voit et on lit quand même, mais peut-être que Melaine nous éclairera encore plus tout à l'heure, une augmentation des milliardaires en France. Donc il y a des fois des quelques paradoxes. On n'est pas là pour faire politique, on est en devoir de réserve, hein, comme vous le savez, c'est bientôt les élections, mais quand même, ça pose question. Et comme tu l'as dit, Alexis et Raphaël, en introduction de cette conférence, on assiste aujourd'hui quand même à un sabrement, tranquillement, des aides et des différents dispositifs, mais on peut faire mieux. Il y a un proverbe qui m'est cher qui dit toujours « les petits chassent mieux en tribu ». Donc l'histoire de Cause, c'est aussi l'histoire de tribus. Bon, il y a des grosses tribus quand même dans Cause, mais en tout cas l'idée de la fédération, l'idée de l'arrêt du repli sur soi et de la mutualisation et de la solidarité entre acteurs, à minima, avec les corps intermédiaires dans un second temps, et en tout cas une vraie piste à explorer. Merci beaucoup pour ces éléments très factuels. J'invite du coup... Et Alexis, tu étais dans le timing à 20 minutes, impeccable. J'invite du coup à nous rejoindre pour une table ronde Doris Weidmann de l'association ASBH, Guillaume de Mazot, le directeur de l'Orti, et Laura Herrette et Céline Calme pour Sève Mobilier pour Laura et Metz Pôle Service pour Céline Calme. Je vais vous donner un micro qui fonctionne aussi. On va commencer par Guillaume qui va se présenter très rapidement et sa structure et me semble-t-il ensuite va nous faire visionner un film. Bonjour à toutes et à tous. Merci Tayeb pour l'invitation et puis pour ce collectif Cause que je ne connaissais pas parce que je viens du 54, donc je crois qu'on n'a pas ça autour de Nancy. Donc, je suis directeur d'un chantier d'insertion qui s'appelle l'Orti, près de Nancy. Et je suis également le relais régional du réseau Cocagne pour le Grand Est, donc qui compte 10 jardins. Et le réseau Cocagne, c'est 100 jardins de cocagne, du coup, en France. Donc, effectivement, je suis venu avec une petite vidéo donc, qui dure 5 minutes, qui a été tournée le 5 novembre dernier, donc qui évoque... un nouveau dispositif qu'on a mis en place en 2022 qui s'appelle Place à vivre avec un grand S, vous le verrez, pour les vivres également. Donc voilà, je vous propose de vous en reparler après la vidéo. Je vous gêne pas. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Le Place à vivre, c'est un marché solidaire. Donc il y a un étal de fruits, de légumes, il y a aussi des pains, des œufs bio, locaux. C'est aussi donc, des ateliers cuisine, ouverts, gratuits, sans inscription, avec un accueil aussi thé-café. Et puis, c'est également des partenaires qui œuvrent dans le champ du social, de l'écologie, sur différents domaines. Alors les mercredis matins, c'est devenu un petit rituel pour nous. On vient toutes les semaines pour chercher nos fruits et légumes. Parce que c'est du bio, ça reste accessible. Et en plus on a la carte, donc on a moins 50%. Et c'est vrai que les fruits et légumes sont très bons. Et c'est vrai que ça plaît aux enfants, donc ça leur fait manger des légumes. Tu la manges comme ça ? C'est vrai que moi je suis pas très sociable en temps normal. Et c'est vrai qu'ici on est à l'aise, c'est comme une petite famille. On n'imagine pas la difficulté de se nourrir, de se bien nourrir.
Je trouve assez insupportable de dire que ça coûte moins cher d'aller prendre une pizza surgelée et ça va plus vite de la mettre au micro-ondes. Et pourtant c'est plus rapide, c'est plus facile et quelquefois ça coûte moins cher. C'est ça que nous on veut, c'est mieux vivre en plan santé, mieux vivre en plan alimentation, mieux vivre le quartier, c'est notre ambition et notre souci. Aller nous rencontrer en nous disant voilà, j'ai peut-être besoin de ci, j'ai peut-être besoin de ça. Il y a un côté un peu humiliant et donc nous justement on essaie de dédramatiser et finalement le maître mot c'est aller vers. On travaille avec beaucoup d'associations, des associations d'insertion. Toutes ces structures-là, c'est des collègues que nous on rencontre au quotidien pour apporter une réponse globale aux personnes. Nous tout seuls on ne ferait pas grand-chose. Franchement, tout conseil départemental qu'on est, on ne ferait pas grand-chose parce qu'on a besoin de ces appuis-là sur le terrain qui connaissent les gens peut-être même mieux que nous. On tient un stand autour du compost, autour des petites bêtes du sol, autour des petites bêtes du jardin. Et donc nous, ça nous permet de leur apporter justement des connaissances, leur permettre de jouer aussi tout simplement. On a des jeux, on a des choses assez ludiques pour apprendre, découvrir le monde du sol, le monde des petites bêtes et sensibiliser à leur protection, à aussi simplement les encourager à aller dehors, à mettre les mains dans la terre, à regarder un peu ce qui nous entoure. Ça m'aide à pas rester chez moi déjà. Je connais plein de gens et j'aime bien. Et puis, ça m'oblige à sortir déjà. Et ça, le mercredi, pour moi, c'est sacré. L'alimentation est un élément majeur de la robustesse en cas de crise et que, de ce fait, il nous semblait important que nous puissions co-construire des réponses avec les usagers et notamment les personnes qui sont dans des situations de vulnérabilité, de trouver des solutions. Les places à vivre, en fait, ont cette fonction de pouvoir permettre d'apporter des réponses qui vont nécessiter l'engagement des participants pour pérenniser, crédibiliser et pérenniser la qualité, effectivement, des réponses que nous apportons sur des grandes fonctionnalités de la vie, en l'occurrence l'alimentation. Bien, un film très clair, avec des valeurs qui sont sorties. On a entendu co-construction, on a entendu engagement, on a entendu systémie. Autour de ce qu'on a pu voir, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Guillaume, de manière concrète, d'où est venue cette idée, comment elle est animée et quelles sont pour vous les perspectives? Oui. Peut-être quelques mots déjà sur l'ortie pour vous indiquer ce qui nous a amené à développer ce genre de dispositif. Donc on est un chantier d'insertion, création il y a une trentaine d'années. Jardin de Cocagne, je l'ai dit tout à l'heure, donc on accompagne des personnes en fragilité sociale et professionnelle sur des supports de transition écologique et alimentaire. Le plus connu et ce qui relie tous les jardins de Cocagne entre eux, c'est bien le maraîchage bio. Donc on a une exploitation de notre côté, 4 hectares de terrain environ. On vend en circuit court de proximité, donc à des adhérents sous forme de paniers, notamment de légumes, de fruits également. On a un marché communal, on a un magasin également, on a ces places à vivre, donc il y a des bouchers pluriels. On a une équipe également d'entretien d'espaces verts, donc pour les collectivités et entreprises. Ça, c'est nos supports d'activité vraiment historiques, donc 97 et 98.
Et on a souhaité, à la sortie du Covid, donc voilà, on se rappelle, les années 2020-2021, créer un nouveau support d'activité autour de l'accessibilité alimentaire. C'était encore une époque où on pouvait créer de l'emploi d'inclusion. En tout cas, l'État nous incitait fortement à en créer. Ça a un petit peu changé ces dernières années, malheureusement. Et donc est venue cette idée de créer les places à vivre. On était déjà sur un dispositif qui s'appelle les paniers solidaires, piloté par le réseau Cocagne, où on vend des paniers moins chers, bien souvent à 1/3 du prix, qu'on couple d'ateliers culinaires. Mais on a voulu aller plus loin en créant ces marchés, donc des lieux ouverts, où tout le monde vient faire justement son marché. Mais pour favoriser l'accessibilité économique, on a créé cette carte de moins 50%, donc avec les différents travailleurs sociaux du territoire, donc qui peuvent en prescrire pour les personnes sous le seuil de pauvreté. Donc des MDS, CCAS, bailleurs. On a plus d'une vingtaine de partenaires prescripteurs du coup, qui peuvent orienter des publics. Et ce qui permet d'avoir une double tarification, du coup vous l'avez compris au travers de la vidéo, mais également d'aller plus loin, on le verra peut-être après, mais on voit que c'est pas qu'un simple marché, du coup, qu'une aide alimentaire. On va pouvoir aller bien plus loin et ouvrir le champ des possibles, du coup, au travers de nombreux partenariats. Je suis le maître du temps, très bien dans le timing. Merci beaucoup Guillaume pour cette présentation, qu'on pourra poursuivre, comme on l'a rappelé tout à l'heure, autour du pot convivial. Après Saint-Max, donc c'est le mercredi, c'est ça le jour du marché. Voilà, on a différentes places à vivre, donc on en pilote 150 à l'année, puisqu'on a 3 places à vivre par semaine dans 3 QPV différents, donc il y a 8 QPV sur la métropole. Et en tout cas, on voit un bel investissement du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle, oui, avec le témoignage où c'est ça qui est intéressant, le côté systémique, pas position haute en disant voilà, on est des vrais partenaires avec oui, l'Ortie. Conseil départemental qui a toujours été un partenaire historique pour l'Ortie, et on le voit, ils déploient leur dispositif territoire zéro non-recours en utilisant du coup les places à vivre en support, donc pour aller du coup aller à l'encontre du coup à la rencontre plutôt des différents publics qu'on arrive à capter sur les places à vivre. Ça aussi, ce que j'ai vu sur la vidéo, c'était intéressant de l'entendre employer le dispositif zéro non-recours. C'est oui, de la part de c'est vrai que c'est un peu à contre-courant de ce qu'on peut entendre au niveau étatique, mais là-dessus, dans le 54, il y a des belles initiatives, effectivement. C'est intéressant de préciser quand même que... C'est intéressant de préciser qu'il y a beaucoup d'argent qui n'est pas demandé par les gens qui pourraient le solliciter. Et c'est des milliards, c'est pas quelques millions comme ça. Donc la question du non-recours, c'est une question de fond. Tout à fait, donc ils débutent par le non-recours au RSA, mais ils veulent le poursuivre par les APL, etc. Et du coup, donc ils ont débuté sur une première place à vivre et ils ont poursuivi la tournée avec nous sur les autres places à vivre dans les autres quartiers d'ailleurs, puisqu'ils ont repéré vraiment ces espaces comme très intéressants, parce que tout de même hors institution, tout de même. Bon, ça va être une thématique peut-être d'une prochaine conférence sur les différents dispositifs de zéro non-recours qui peuvent exister. Merci beaucoup Guillaume. Après la Meurthe-et-Moselle, on va passer sur la Moselle-Est avec Doris Weidmann qui va nous parler des premières heures en chantier. Doris Weidmann de l'ASBH qui est coordinatrice de Convergence Moselle, qui va nous présenter ce dispositif et puis la mise en œuvre sur ce territoire un peu vulnérable du département. Bonsoir à tous. Effectivement, moi je viens vous proposer un petit bout de solution pour les personnes qui luttent contre la précarité et qui sont vraiment exclues. Premières heures en chantier, c'est un dispositif national initié par Convergence France, qui a été créé. C'est une association qui a été créée par Emmaüs Défi en 2019. Alors, Premières heures en chantier, c'est quoi? C'est donner la possibilité à des personnes qui sont hors la rue, qui n'ont rien, qui sont sorties de tout circuit, des invisibles aussi, comme on pourrait les appeler parfois, des personnes qui n'ont
pas nécessairement de logement, ou qui ont un parcours d'errance, qui vivent en CHRS, en pension ou autre, qui cumulent énormément de difficultés, qu'elles soient au niveau de la santé, financière, mobilité, tout ce que vous connaissez déjà. Mais là, on va un cran plus loin. On va chercher des personnes dont personne ne sait que faire ou que personne ne pourrait recruter. Premières heures en chantier, c'est vraiment donner la possibilité à toutes les personnes qui ne peuvent pas travailler d'obtenir un contrat de travail. Il n'y a pas de prérequis, on ne leur demande pas de formation spécifique, pas de savoir-faire spécifique. Tout est basé sur la seule motivation, juste l'envie de se relever le matin. Et pour cela, nous avons 2 supports d'activité qui sont portés par l'ASBH. Il y a 2 chantiers d'insertion, un à Forbach qui est le feutrage de la laine et un petit peu de couture, et un deuxième chantier qui est la rénovation de mobilier et qui est redistribué d'ailleurs aux personnes qui sont dans le besoin. Les personnes sont encadrées par une éducatrice spécialisée, mais auparavant, bien évidemment, elles ont passé un semblant d'entretien de recrutement pour décrocher un emploi, un réel contrat de travail, qui est un CDDI, contrat à durée déterminée d'insertion. Alors bien évidemment, on ne peut pas proposer à ces personnes-là de travailler 15 heures ou 20 heures par semaine parce qu'elles ne sont pas en capacité. C'est pas qu'elles ne sont pas capables, mais pas en capacité pour l'instant. Donc l'idée, c'est de leur proposer un contrat de travail et une activité à hauteur de 4 heures par semaine. Alors bien sûr, pour certaines personnes, lambda, ça pourrait faire sourire 4 heures par semaine. C'est vraiment peu. Mais pour notre public, c'est vraiment déjà beaucoup. C'est leur redonner l'envie de se lever, de revenir travailler, de trouver le chemin du travail, de chercher la mobilité aussi pour se déplacer. C'est aussi leur redonner confiance en l'autre, confiance en l'humain, décrocher un travail, décrocher un contrat de travail qui, au fur et à mesure, leur permettra, nous l'espérons, d'obtenir un logement, puisque le but de Premières Heures en Chantier, c'est de permettre aux gens qui rencontrent des problématiques de logement d'être à nouveau hébergés. Mais avant le retour vers le logement, petite précision, bien évidemment, et heureusement, en Moselle-Est, dans le secteur de Forbach, il n'y a pas tant de SDF que ça. Mais par contre, il y a énormément de gens qui sont mal logés, qui ont des parcours d'errance, qui vivotent à droite, à gauche. Et le but de l'éducatrice spécialisée, c'est d'aller chercher ces personnes-là. Donc, bien évidemment, elle travaille avec des orienteurs et des prescripteurs. Aujourd'hui, nous avons 17 personnes. Enfin, sur 2025, il y a eu 17 personnes en Premières Heures en Chantier. Il y a le même programme sur Metz, qui est porté par les CMSEA. Sur les 17 personnes, elles ont toutes avancé au fur et à mesure, en fonction de leurs problématiques. On travaille vraiment au cas par cas. Donc, la personne démarre à 4 heures par semaine. Il y a un point qui est fait régulièrement, tous les mois. Le premier contrat est pour une durée de 6 mois, possibilité de renouvellement de 6 mois à nouveau. Chaque mois, le point est fait entre l'encadrante technique des chantiers d'insertion et l'éducatrice. Et si la personne est demandeuse et si tout se passe bien, elle peut augmenter ses heures pour atteindre 10 heures, 12 heures, 15 heures, 16 heures, jusqu'à 20 heures par semaine. Bien sûr, le chemin est long et parfois difficile, en sachant qu'on ne recherche pas de productivité, c'est-à-dire que le seul fait que la personne vienne là déjà le matin, c'est déjà gagné pour nous. Voilà. C'est vraiment remobiliser par le travail, permettre aux personnes de gagner en estime d'elles-mêmes, en confiance en soi. Et les personnes en Premières Heures en Chantier sont totalement intégrées dans les autres chantiers d'insertion qui sont portés par un dispositif de renforcement, également de convergence. Et donc, elles sont mélangées aux d'autres personnes qui, elles, travaillent déjà 20 heures par semaine. Sur certains dispositifs Premières Heures en Chantier en France, il y a aussi possibilité d'avoir une salle où les gens peuvent dormir. En fait, c'est pas grave si elles ne produisent pas. Elles sont là juste pour renouer avec la société. Voilà, c'est vraiment progressif au cas par cas. Et moi, je trouve que c'est un outil vraiment formidable de remobilisation. Déjà, regagner, venir le matin, être à peu près propre sur soi quand ça marche, parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'hygiène, bien évidemment, des problématiques de santé, des problématiques alimentaires. Donc, vous en parliez tout à l'heure. Nous, on fait beaucoup appel aussi aux œuvres caritatives pour leur permettre de se nourrir convenablement. L'éducatrice travaille bien évidemment en réseau avec ses partenaires, toutes les personnes qui sont hébergées, il y a des travailleurs sociaux derrière, il y a d'autres éducateurs, il y a des CCAS, c'est tout un panel de personnes, toutes là au service de ces personnes qui sont en premières heures. On essaye aussi, dans la mesure du possible, de toutes les intégrer aux activités des chantiers d'insertion, c'est-à-dire qu'elles participent aussi
à des animations de groupe à base de photolangage, des exercices pour travailler la gestion du stress, regagner en confiance en soi, en estime de soi. On a une esthéticienne qui passe régulièrement. Moi-même, je travaille avec un chien. Donc j'ai un chien, c'est un gros nounours. Vous pouvez imaginer le clochard de La Belle et le Clochard. Mais lui, il vient là, son job, c'est agent d'accueil. Il est là pour se faire caresser. Et ça marche super bien avec les personnes qui sont en parcours parce que bien souvent, elles ont plus confiance en l'animal qu'en l'humain. Donc ça leur permet aussi le matin de pouvoir faire des câlins à ce chien, de pouvoir le caresser, etc. Donc voilà, on travaille vraiment sur tous les plans, toutes les facettes et toutes les problématiques de ces personnes. Et je trouve que c'est vraiment formidable ce soir de pouvoir vous en parler. C'est un très beau dispositif. C'est vrai que c'est un dispositif que moi je découvre. On sait qu'il y a beaucoup on est beaucoup en manque, en tout cas sur les différents territoires, des dispositifs de remobilisation. On voit, là aussi, ça a été quand même, même si tout à l'heure on disait que les crédits de l'État se réduisent comme peau de chagrin, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une volonté aujourd'hui d'aller vers les plus éloignés, les plus vulnérables, en essayant d'innover pour les ramener dans le droit commun, si on considère que le chantier d'insertion c'est un droit commun, mais on est vraiment dans les sas en amont où je crois qu'il est aussi essentiel. Il y a peut-être aussi une réflexion à avoir que, alors est-ce que Cause pourrait être, je ne sais pas la minute pub Cause non plus, mais sur l'idée de la communication, parce que c'est sur ces innovations, de quelle manière l'État, vos structures sont soutenues pour justement aller vers tous ces dispositifs aujourd'hui qui peuvent exister sur les territoires et qui des fois cohabitent sans toujours se connaître. Je crois que c'est un vrai enjeu. Un réel enjeu, nous sommes soutenus par la DETS. Ce que je voulais vous rajouter aussi... Vous avez 30 secondes. Oui, c'est qu'en suite de parcours pour ces personnes-là, ça ne s'arrête pas qu'au bout d'un an. C'est-à-dire qu'après, elles peuvent intégrer un chantier d'insertion classique ou un chantier d'insertion qui est accompagné dans le programme Convergence, justement pour continuer tout ce travail-là. Alors, ce n'est pas garanti. Sur les 17 personnes qui ont été accompagnées en 2025, il y en a 7 qui sont passées ensuite de parcours en CDDI Convergence. Et maintenant... je trouve que c'est vraiment chouette, mais on en perd aussi des fois. Et il faut se dire aussi, on ne peut pas. Là, la personne, elle a lâché l'affaire, entre guillemets, elle n'est pas prête. Elle reviendra peut-être, mais on a vraiment tout profil de personnes, que ce soit hommes, femmes et tous âges. Et vraiment, il y a une grande mobilisation autour de ce public-là. Et je trouve que c'est vraiment important aussi. Merci Doris pour ce témoignage. On va passer la parole maintenant à Laura Héré et Céline Calme. Laura est directrice de Sève Mobilier, Immobilier peut-être demain, qui sait. Céline Calme est accompagnatrice socio-professionnelle qui dépend de MES Pôle Service. Sève Mobilier, c'est une structure de l'économie sociale et solidaire qui fabrique du mobilier design et upcyclé, donc vous allez nous en dire un peu plus. Vous gérez notamment, et c'est ça qui était... qu'on voulait mettre en avant, parce que c'est pas fréquent à rencontrer, mais un atelier de menuiserie chantier d'insertion professionnelle au sein du centre pénitentiaire de Mesqueleu. Je vous laisse la parole pour nous faire rêver sur ce dispositif. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse avec Céline de vous présenter le travail qu'on fait depuis un an au centre pénitentiaire de Metz, effectivement. On est une structure d'insertion dans le domaine de l'ameublement. Notre devise, c'est donner une seconde vie au bois et une seconde chance aux personnes. Merci. L'association s'appelle en fait le bois de demain avec un jeu de mots sur les deux mains. C'est une structure qui existe à Soissons, entre Reims et Paris, dans l'Aisne, depuis 2015 et qui, depuis 2 ans, a 2 nouveaux ateliers, un en Bretagne, à Auray, et un à Metz, depuis 2025. Et Sève, c'est en fait le nom commercial, la marque sous laquelle on commercialise notre mobilier, qui a 3 caractéristiques: l'économie circulaire, la solidarité et le design. L'économie circulaire, parce que on récupère de la matière autant en bois qu'en métal pour fabriquer nos productions, et il y a énormément de déchets partout en France. Solidarité, parce que cette activité de menuiserie, c'est notre support pour l'accompagnement et l'aide de personnes en difficulté, pour les relancer dans l'emploi. Et design, parce que c'est, même en travaillant avec des matériaux qui devraient être jetés, et avec des personnes qui, au moment en tout cas où elles nous rejoignent, ont peu de compétences ou pas de compétences en menuiserie,
On souhaite fabriquer des meubles qui sont beaux et durables. Et notre objectif, c'est de développer un réseau de manufacture de meubles upcyclés et solidaires pour répondre à 3 ambitions. La première, c'est de partager l'expérience qui a été accumulée par Soissons depuis 10 ans pour aider davantage de personnes sur le territoire en France. La deuxième ambition, c'est de collecter davantage de déchets parce qu'il y a une quantité faramineuse qui est jetée. Et donc là, pareil, avoir un maillage sur le territoire français. Et la troisième ambition, c'est d'être en mesure de répondre à la demande croissante de mobilier responsable et donc d'avoir une capacité de production plus importante, soit en réseau par nos 3 ateliers, soit chaque atelier par le développement d'une clientèle locale. Et c'est dans cette optique que Sève, d'abord implanté depuis 10 ans à Soissons, a développé ces 2 nouveaux ateliers en Bretagne et à Metz, avec 3 savoir-faire, de la fabrication de mobilier, ça c'est le cas des 2 ateliers de Bretagne, de Soissons et nous dans quelques semaines, un savoir-faire en soudure, ça c'est uniquement Soissons, et de la réparation de meubles, ça c'est l'activité de Soissons et par laquelle on a commencé à Metz. C'est de la réparation de meubles pour la marque Tikamoon que vous connaissez peut-être, et c'est des meubles qui sont en fait neufs mais cassés dans les transports, que la marque le confie et qu'on répare pour elle et qu'elle revend dans des boutiques spécialisées. Et par rapport à nos réalisations en fabrication de mobilier, on s'adresse surtout aux entreprises, aux collectivités, soit par des gammes de mobilier. Donc, il y a par exemple la gamme Oura qui est fabriquée avec des chutes de parquet en chêne et des caisses de transport d'œuvres d'art en contreplaqué. Il y a une table sapristi qui est en bois massif. Et puis voilà, on travaille pas mal avec les bibliothèques de Paris, des sièges sociaux, des associations, etc. Voilà le type de réalisation qu'on fait. Mais encore une fois, c'est des matériaux qui sont récupérés, qui auraient dû être jetés, mais avec lesquels on arrive à faire du beau mobilier. Et pour l'histoire à Metz, on n'a évidemment pas de photo de l'atelier en prison, mais notre designeuse en a fait un petit croquis. Donc là, c'est la partie établie sur laquelle on répare les meubles et puis les machines sont à côté. Pour l'équipe d'encadrement, on est 3. Moi, depuis le lancement, donc depuis décembre 2024, j'assure la gestion et l'encadrement, la formation des salariés en menuiserie. Céline nous a rejoint depuis novembre 2025 pour la partie accompagnement socio-professionnel. Et depuis aussi quelques semaines, il y a un autre encadrant qui nous a rejoint en menuiserie, donc nous sommes 3. Et on intervient, et oui, ce que je ne vous ai pas dit avant, c'est que Sève, jusque-là, n'avait pas d'expérience en milieu pénitentiaire. Donc c'est à l'occasion de la création de l'atelier en Moselle qu'on découvre tout cet environnement-là et la manière de travailler en détention. Et donc on intervient dans la maison d'arrêt de Metz, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont des courtes peines ou alors qui sont en attente de transfert dans des centres de détention. Et la capacité de la maison d'arrêt de Metz, c'est à peu près 600 personnes. Nous, on emploie 6 salariés, des hommes, 30 heures par semaine. Et c'est des personnes dont il reste à peu près un an et demi de peine jusqu'à leur sortie. Mais en réalité, avec les aménagements de peine, la semi-liberté et autres, pour l'instant, les temps de présence dans notre atelier, c'est de 3, on arrive à tirer jusqu'à 6 mois aujourd'hui, mais on aimerait que ce soit davantage pour que notre impact soit meilleur. Et le prochain objectif 2026, et la raison pour laquelle il y a un nouvel encadrant avec moi aujourd'hui, c'est d'ouvrir une autre structure à l'extérieur de la prison pour permettre aux personnes qui ont commencé à travailler avec nous de poursuivre dans la même activité avec une structure qu'ils connaissent et des personnes qui connaissent, et pour continuer à lever les freins et à construire leur projet professionnel. Très bien. Et Céline, on ne vous a pas beaucoup entendu. Dites-nous un peu plus sur votre rôle d'accompagnement et puis votre regard aussi, parce que vous êtes là ouais. Donc hybride. Moi, on va dire, j'ai un regard assez neuf par rapport à l'activité. Donc je voudrais simplement rappeler qu'actuellement il y a 6 salariés. Il y a un parti pris en fait d'avoir une diversité au niveau des profils pour permettre à la fois une cohésion de groupe et un système de tutorat et de parrainage à l'intérieur de l'atelier. Donc pour revenir sur la thématique de la précarité, il y a 2 formes de précarité. Je dirais la précarité, on va dire,
affective, relationnelle. On est, comme sur les premières heures, en chantier sur des parcours de rue, de la carence éducative, de la scolarité hachée, des conflits intrafamiliaux. Donc voilà, à mon avis, à mon sens, la précarité, la forme de précarité la plus prégnante. La deuxième est la précarité économique, liée en fait aux questions au dédommagement des parties civiles. Donc il y a pour la plupart, les salariés détenus ont des impayés, des factures, des situations de surendettement, d'où des difficultés, on va dire, qui seront pérennes. D'où un accompagnement peut-être au long cours. Donc le travail au quotidien se fait, on va dire, vraiment en lien avec l'activité bois. C'est une activité à forte valeur ajoutée qui demande vraiment de la minutie, de la maîtrise de soi, de la patience, un esprit collectif également. Et le but, en fait, c'est vraiment de les accompagner sur le terrain, de dégager des qualités, des compétences, reconnaître les savoir-faire sur des process, de les mettre en valeur, remobiliser, travailler l'estime de soi, la confiance. Tout ça en sachant que le travail d'accompagnement en détention, à mon avis, il y a trois temporalités. Il y a le temps de l'accompagnement, le temps de l'insertion, le temps de la justice et le temps de... Alors il y en a deux, le temps de la justice, le temps de l'incarcération et le temps de l'insertion. Et en fait, il faut vraiment un alignement des planètes pour un parcours, on va dire, sécure. Oui, parce que là, on a en plus la complexité de l'incarcération qui se rajoute à d'autres complexités qu'on a pu avoir. Alors, différemment par rapport à ce que Doris disait, là, ils sont, entre guillemets, sous la main, ils se lèvent le matin, etc. Mais il y a en effet tout l'univers carcéral. Et ma question qui était, alors on est en fin 2024, il n'y a pas un recul de 10 ans non plus par rapport à ce projet-là, mais est-ce que vous avez identifié déjà des facteurs de réussite ou des belles histoires, des personnes qui, grâce à cette découverte peut-être de métier et à l'accompagnement socio-éducatif professionnel qu'ils ont pu bénéficier, ont trouvé une nouvelle orientation de leur carrière et de leur vie? Moi, je n'ai peut-être pas le recul, Laura est peut-être plus à même que moi de parler un petit peu de ces parcours. Je vais juste rajouter que c'est vraiment travailler en détention, c'est comme une page blanche en fait. On a toute la rigidité de l'univers carcéral. C'est vraiment créer en fait une boîte à outils, donner des aides orientées, fléchées par rapport au parcours de vie. Et voilà, quoi, au niveau en termes de suivi, je laisse peut-être Laura. Ouais. Laura, le petit mot de la fin, et peut-être. Alors, on pourra poser les questions à la fin des trois interventions, bien entendu, mais peut-être une question que tout le monde se pose aussi. Pourquoi avoir choisi Metz? L'association, dans son ambition de développement, voulait se développer à l'Est. Et en fait, il existait déjà un atelier de menuiserie à la prison de Metz, mais qui était inactif depuis plus de 2 ans. Et donc, c'est la prison qui recherchait une association pour reporter un projet. Donc, c'est pour ça qu'on est arrivé à Metz. Mais il y avait un souhait de se développer sur l'Est. Et sur les choses qui nous paraissent importantes à créer, à développer chez les salariés, c'est de leur proposer une expérience agréable de travail avec une perspective enviable et qui leur donne envie de continuer à avancer dans ce sens-là, parce que ce qui nous est remonté aussi d'autres structures d'insertion, c'est que souvent quand les personnes sortent de détention, elles ont plein de bonnes intentions, mais que voilà, ça s'étiole au fur et à mesure, et donc c'est de leur
permettent de vivre pendant plusieurs semaines, plusieurs mois une expérience de travail dans laquelle c'est agréable, elles sont valorisées, elles ont quelque chose de technique sur lequel elles progressent et elles se font plaisir. Et donc il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect de créer des personnes repères pour éviter des personnes, des habitudes, des activités, pour éviter qu'elles retournent vers les seuls autres repères qu'elles connaissaient jusque-là et qui les ont amenées en détention. Et ce qu'on permet aussi, c'est d'arriver dans un état, les mettre dans un état d'esprit où elles sont actives. Là, il y a un meuble qui arrive, on ne nous dit pas ce qui est cassé, c'est à elles de faire le tour, de trouver de quelle technique, de faire les essais, de recommencer si ça ne marche pas. Alors que le reste de leur journée, elles attendent dans une cellule pendant des heures pour tout, l'ouverture de la porte, les douches. Donc c'est de les mettre dans 6 heures par jour dans une dynamique où c'est elles qui sont responsables de leur meuble et les encourager par rapport à ça. Et par rapport aux sorties, encore peu de... Vous me dites pour le temps, mais... 30 secondes. 30 secondes, je me dépêche. Encore peu de recul. Il y a certains échecs, forcément. J'ai connaissance de 2 personnes qui sont parties en semi-liberté et qui sont évadées, que j'ai du coup revues depuis, qui se sont fait rattraper. 2 personnes qui sont sorties aussi en semi-liberté, puis quelques temps après sont revenues parce que problème d'addiction, d'alcoolisme, et donc comportement inapproprié en semi-liberté. Et addiction, c'est un des gros sujets sur lesquels on va travailler aussi. Et après, dans les belles histoires, il y en a 3 qui sont sortis avec des CDD, dont 2 avec perspective de CDI. D'autres avec des bonnes poursuites de démarches en semi-liberté. Et puis, Céline parlait du temps qui est compliqué en détention. Là, par exemple, il y avait une personne pour laquelle une place avait été trouvée en semi-liberté dans le sud pour rejoindre sa famille. Nous, on avait trouvé une structure d'insertion pour l'accueillir dans le sud. Et puis, en fait, transfert dans un autre centre à l'autre bout de la France. Et là, c'est vrai qu'on est plusieurs partenaires à mettre beaucoup d'énergie, à trouver des solutions. Puis, en fait, ça nous claque sous les doigts. Et puis pour les salariés aussi, ça casse leur dynamique et leurs efforts. Mais globalement, on est très satisfait de travailler avec eux parce qu'ils sont très motivés et on voit que déjà rien qu'au quotidien, on change leur journée. Le temps passe plus vite, ils sont payés donc ils peuvent acheter, cantiner exactement pour leurs besoins quotidiens. Ils sont dans un autre espace. Nous, on représente une ouverture vers l'extérieur pour eux avec une autre interaction qu'avec les surveillants. Et puis, voilà, une vraie satisfaction à travailler sur ces meubles. Donc ça, c'était notre bilan de la première année. Et les objectifs de la construction future, c'est d'avoir un impact positif encore davantage après leur sortie. Et je profite du micro pour nos quelques recherches. Si vous avez connaissance de matières, notamment de bois à récupérer, on est à la recherche d'agglomérés en ce moment, mais de bois ou de métal. Si vous avez des besoins de recrutement, on a des personnes super qui travaillent avec nous en détention, mais voilà, qu'on peut vous recommander. Et puis si vous avez un peu de temps à donner, si vous pensez que vous pouvez leur être utile, alors c'est aussi du travail d'intégrer des bénévoles, mais que ce soit en bois ou en autre chose, on est preneur pour renforcer l'équipe. Donc on vous joint comment alors on peut trouver sur le site de l'association. Tout à fait, merci. Okay. Merci beaucoup à tous les 4 de vos interventions complémentaires dynamiques. Bien, notre dernier, pas le dernier carton au basket, mais notre dernier tiers de travail. On fait à la fin ou à moins qu'il y ait des questions déjà? À la fin, c'est mieux. Merci, Président. Tu m'as fait perdre dans mes fiches. On accueille Melaine Servera, qui est maître de conférence en sociologie à l'Université de Lorraine, directeur du département pédagogique de sociologie de l'UFR-SHS, je ne sais pas ce que ça veut dire, SHS. Sciences humaines et sociales. Ah, sciences humaines et sociales, c'est vrai. Au campus de Saulcy, co-responsable du master ingénierie et expertise des politiques sociales, pour lequel on a quelques étudiants de ta promotion qui sont venus voir ta prestation, membre du laboratoire de sociologie Tétras. Des domaines de recherche qui portent sur l'économie sociale et solidaire, plus spécifiquement, et tu as une bonne connaissance des associations, de l'accès au logement également, de l'accompagnement social et insertion, co-auteur de nombreux ouvrages, dont tu pourras nous en dire quelques mots également. J'ai relevé l'ouvrage que tu avais fait avec Vincent L'Huillier sur
Le cas du Luxembourg autour du creuset des tendances au niveau européen en matière d'économie sociale et solidaire, comme quoi notre voisin n'est pas uniquement un paradis fiscal, mais c'est aussi une terre d'innovation sur notre sujet. Le co-auteur est dans la salle. Ah. Mais il se fait discret, donc il viendra signer voilà. À la fin. Il y a un ouvrage qui va sortir en mars 2026, sur lequel j'imagine qu'après cette prestation, tout le monde va se l'arracher. Mélène, je te laisse donc... Bon, je ne savais pas si je m'asseyais ou si je restais debout, mais là du coup je vais m'asseoir. Je voulais réagir un petit peu à l'organisation de cette table ronde et de ce moment. Donc déjà je remercie le collectif Cause de m'avoir sollicité. C'est vrai qu'on est un petit peu dans une relation de réciprocité, je dirais, avec Metz Pôle Service, puisque de temps à autre Tayeb Menri vient intervenir lors d'événements scientifiques qu'on organise. Encore ce midi, Elsa Touret intervenait aussi dans notre master pour témoigner finalement de son parcours ascendant après le master politique sociale. Donc je suis très heureux et je pense également qu'il s'agit de valoriser aussi cet esprit qui essaie de nous transmettre Cause, qui s'adresse également aux pouvoirs publics, qu'ils soient territoriaux ou nationaux, dans le sens où on voit bien qu'il y a énormément d'expérience et d'innovation dans les pratiques, et que s'inventent sur le terrain des dispositifs qui tentent de répondre à l'urgence sociale qui a été bien décrite par notre camarade du Secours catholique tout à l'heure. D'ailleurs, c'était assez alarmant. Donc moi, je vais insister de manière assez courte, puisque bon, la dernière fois qu'on m'a invité, j'ai parlé 1 heure au lieu d'une demi-heure, donc je vais tenter de faire plus court. Donc en effet, d'intervenir un petit peu sur l'accompagnement, mais je voulais vraiment articuler mon propos autour de 3 points. Le premier point étant celui un peu d'histoire sur l'IAE, parce que l'insertion par l'activité économique et les différents dispositifs de chantier qui vous ont été présentés ont une histoire. Et cette histoire, finalement, elle s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire. Et donc l'IAE fait partie de l'économie sociale et solidaire. Un deuxième point sur l'accompagnement et un troisième point sur la nécessité cruciale aujourd'hui de coopérer pour pouvoir inventer des réponses à un futur possible et désirable. Donc, premièrement, un tout petit peu d'histoire. Il faut quand même rappeler que l'insertion par l'activité économique, avant de s'appeler insertion par l'activité économique, vient du social, vient de centres d'hébergement, vient de maisons d'enfants, de foyers de l'enfance, dans lesquels ont expérimenté des acteurs, des élus, des syndicalistes, ont expérimenté en fait de l'accompagnement de personnes en situation de vulnérabilité, des jeunes et des moins jeunes, et que ça s'est expérimenté au bord du droit au départ, hein, à partir de la fin des années 70, et au bord de la légalité, puisqu'on était dans le social et on n'avait pas le droit de faire de l'emploi. Hein, et que ce qui a ordonné l'insertion par l'activité économique dans ses débuts pionniers, ce n'était pas la DGEFP ou la Direction du Travail, c'était la DGCS et c'était le ministère des Solidarités. Et donc en fait, de fil en aiguille sur 30 ans, de ces expérimentations dans le social qui revenaient à faire une activité professionnelle avec des personnes dans une situation de difficulté pour trouver les conditions de leur auto-émancipation, on est passé dans ce que Michel Hauthès appelle la subversion du social par l'économique. C'est-à-dire que, si on peut se permettre d'encore séparer les deux, on a au fur et à mesure des impératifs imposés par la régulation publique qui est devenue de plus en plus tutélaire, qui a encadré les structures d'insertion par l'activité économique vers des objectifs purement économiques, à savoir sortir de la crise j'exagère à peine, de la crise de sous-emploi ou de la crise du chômage en tout cas. Donc on a bien cette idée qu'on est passé, et certains auteurs le datent de la fin des années 60, hein, donc c'est quand même une histoire assez longue,
dans laquelle on peut rentrer. Enfin, on pourrait revenir au 19e siècle, ce qu'on ne fera pas ici, mais vraiment des expériences dans le social avec des acteurs très engagés qui mènent des expérimentations pour sortir les gens de leur état de domination ou leur état d'oppression. Et puis, un encadrement par les pouvoirs publics qui va venir, alors par étapes, je ne vais pas refaire toutes les étapes, mais je vais faire celles qui interviennent après la loi de 98 qui définit l'insertion par l'activité économique, hein, la loi Aubry de lutte contre les exclusions. On va avoir en fait un passage qui va nécessiter de plus en plus de rendu des structures d'insertion par l'activité économique, hein, qui sont au nombre de 5 à ce moment-là. Les régies de quartier sont dedans à ce moment-là, et qui vont passer ensuite à un nombre de 4, qui aujourd'hui, je l'ai découvert assez récemment, là aussi, on a des entreprises de travail qui accompagnent des indépendants hein, dans l'insertion. On va avoir un encadrement par les pouvoirs publics qui va demander de plus en plus de résultats. Et de fait, on va passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultats pour ces structures qui étaient très engagées dans leur départ. Et même si elles sont évidemment restées engagées, elles ont dû rendre beaucoup plus de comptes. Et à partir de 2010, enfin 2009, 2008, la loi sur le RSA et la réforme des politiques d'insertion, et 2010, les circulaires des GEFP. Alors j'ai encore vérifié hier soir, en fait on a une obligation toujours de, sur 3 ans d'avoir des sorties positives, dynamiques, qu'on doit atteindre sous peine de perdre son financement. Et donc là, cet encadrement, en fait, fait vraiment passer les acteurs d'une logique de moyens à une logique de résultats. Et je pense qu'on peut critiquer cette approche quand aujourd'hui on apprend que déjà ces structures doivent mettre en œuvre l'accompagnement pour sortir les gens de l'insertion, mais que d'autre part aujourd'hui on va leur donner encore moins de moyens pour le faire. Et donc ça c'est quand même assez gênant puisqu'on a encadré les structures pour qu'elles arrivent à des résultats en termes de sortie vers l'emploi durable, sortie vers l'emploi de transition, sortie vers plus de formation. Et aujourd'hui, on va leur donner moins de moyens quand on sait que 14% de crédits en moins vont être accordés à l'IAE, donc pour les aides au poste concrètement, à partir de 2026. Donc là, on est dans une situation, je dirais, très alarmante actuellement. Et je vais quand même essayer de montrer ce que l'IAE apporte et pourquoi, au-delà de l'emploi, je dirais, et au-delà du retour à l'emploi, c'est important de continuer à aider publiquement, c'est-à-dire sur la base de la redistribution, l'insertion par l'activité économique. Alors pourquoi c'est important ? Parce que l'accompagnement, ça a été dit par les acteurs qui expérimentent des dispositifs, l'accompagnement, c'est mener un chemin avec quelqu'un, hein, en se donnant des objectifs partagés. L'accompagnement, c'est partager le pain au départ. On avait travaillé avec plusieurs collègues à une période sur cette question d'accompagnement, à travers... Alors beaucoup a été écrit. On voit que l'accompagnement, d'une part, est venu remplacer ce que disait Vauquier en 2011, ça a été souligné par Secours catholique tout à l'heure, est venu remplacer le cancer de la société française, l'assistanat, hein, d'une certaine manière. Donc la notion d'accompagnement est venue remplacer celle d'assistance, celle d'assistanat, mais dans une logique beaucoup plus positive. Alors on peut débattre ensuite, mais c'est dans une logique beaucoup plus positive, qui correspond aussi bien à l'esprit du temps, donc il faut faire quand même un petit peu attention. Cet esprit, c'est une personne qui serait beaucoup plus engagée dans son parcours, une personne qui ne serait pas envisagée comme simplement recevant une aide, simplement étant statique. Donc l'accompagnement, si c'est un chemin avec quelqu'un, l'accompagnement enclenche du coup la personne accompagnée dans une dynamique plus positive, dans une dynamique qui serait moins enchâssée ou moins bloquée dans des difficultés. Et puis, un intérêt de l'insertion, ce qu'on mettait en avant dans un article qui est assez ancien, mais peu importe, c'est encore vrai, la spécificité de l'accompagnement dans l'insertion par l'activité économique, c'est qu'il est doublement dual. Il est doublement dual dans la mesure où il est à la fois dans l'emploi et vers l'emploi,
C'est ça qu'il faut sauvegarder absolument, et qu'il est social et professionnel. Donc doublement dual, il est dans et vers l'emploi, et social et professionnel. Il va à la fois tenter de résoudre les difficultés donc, sociales, de logement, d'accès aux droits, durant l'activité professionnelle. Il va favoriser, par des dispositifs de médiation, des immersions dans le milieu du travail. Il va favoriser l'accès à des formations professionnelles. Il va favoriser la qualification. Il se déroule dans l'emploi, puisqu'il se déroule, comme vous l'avez vu tout à l'heure, et comme vous le savez, sur des supers d'activités économiques et d'activités professionnelles, qui peuvent être tantôt le maraîchage pour Pôle Metz-Service, tantôt pour le chantier à Queuleux sur la menuiserie ou les bénisteries de design. Il peut être enfin sur le bâtiment, assez généralement, ou sur le nettoyage. Et il y a un cercle vertueux de cet accompagnement-là, puisque l'encadrant technique, le chef d'équipe qui encadre les salariés, qui étaient à une époque dit salariés en insertion, qui encadre les salariés en insertion dans le travail, va pouvoir voir, tiens, bon, bah, il y en a un quand même, il est un peu limite, ou par exemple, bon, ça se fait de moins en moins, des personnes peuvent connaître, ça a été dit tout à l'heure, pour des sortants de milieu carcéral, des problèmes d'addiction. Tiens, un autre va, par exemple, avoir des réactions violentes. Donc, ces problèmes-là vont pouvoir être transmis dans certains modèles à un chargé d'insertion qui va ensuite traiter ces difficultés-là avec lui. Donc, il est vertueux pour une chose, c'est qu'on apprend dans le travail. Et ça, on l'a bien mis en avant. Le travail reste un grand intégrateur. Bon, après, le travail de qualité, hein, normalement, mais on apprend dans le travail, et le travail est vecteur de valorisation. Et dans le même temps, ce que fait l'IAE depuis son départ, c'est la résolution des difficultés dites sociales et professionnelles. Hein, c'est écrit au moins 20 fois dans la loi de 98, hein, on peut compter. Bon, ce sont des difficultés multiples, etc. Sauf ce qu'on disait à un moment donné dans un article scientifique avec un collègue qui dirigeait ma thèse à l'époque par ailleurs, c'est que tout ce qu'on apprend durant le SAS de l'insertion par l'activité économique, qui est aujourd'hui menacé, c'est-à-dire les apports concrets de l'insertion par l'activité économique, ce qui permet à un moment donné d'imaginer que les personnes vont pouvoir s'auto-émanciper ou vont pouvoir sortir de cet état d'oppression, va être perdu. Donc un certain nombre de bénéfices d'intégration au travail vont être perdus avec l'injonction, je dirais, à la sortie, sur lesquelles doit se tourner, en fonction des règles édictées par la politique publique et par les circulaires des GEFP de 2010. Et bien avant, on insistait déjà sur cette logique du SAS. Et la logique du SAS, en fait, si elle se déconnecte de ce que vivent les acteurs, de ce que vivent les personnes accompagnées dans le travail et dans cette dialectique vertueuse entre chargés d'insertion et encadrants techniques, eh bien, on arrive finalement à des difficultés. Loin de penser que ce serait de la faute des personnes, parce qu'en effet, le Secours catholique Meuse-Moselle a raison, les imaginaires se durcissent hein, sur un certain nombre de publics, les préjugés augmentent, c'est-à-dire que c'est très dur à mesurer, mais il y a des imaginaires qui basculent un petit peu, alors que ce que produit l'insertion par l'activité économique, c'est un ensemble de valeurs ajoutées et d'apports qui risquent d'être mis à mal par la baisse des budgets et par, je le répète, une régulation tutélaire qui est devenue très coercitive, en fait, d'une certaine manière, même si des marges de négociation existent. Et pour terminer mon propos, que je ne veux pas faire trop long pour me racheter par rapport à la dernière fois, c'est de conclure sur cette question de coopération. Alors, ici, je reprendrai les propos d'un économiste célèbre qui s'appelle Éloi Laurent, qui distingue bien ce qui est de l'ordre de la collaboration. On parle beaucoup de collaboration aujourd'hui, même dans l'ESS, on travaille avec des structures qui parlent de leurs collaborateurs, donc on est dans le monde de l'entreprise corporate, la collaboration, et je distinguerai la coopération et la coopération. Aujourd'hui, ce que montre la création du collectif Cause, Éloi Laurent distingue bien coopération
et coordination, et coopération et collaboration, c'est cette nécessité impérieuse que nous avons de coopérer. Coopérer, c'est pas simplement collaborer au coup par coup par rapport à un coup qu'on pourrait faire. Tiens, on va répondre à un appel d'offres en consortium parce qu'on y trouve tous notre compte, etc. Ça, c'est une petite collaboration qu'il faudra aussi avoir. Mais coopérer, c'est bien de mettre ensemble ces ressources. Ça peut être par une forme de mutualisme ou de mutualisation, en tout cas de mise en commun, pour trouver un objectif qui va déplacer l'intérêt de chaque structure, que ce soit le Secours catholique, que ce soit les chantiers d'insertion ou que ce soit d'autres associations qui fassent partie de cause. Et ainsi, il me semble qu'en coopérant sous la menace, puisque le social et la solidarité sont menacés, peut-être qu'il reste encore des raisons d'espérer. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Oui, c'est bon. Merci beaucoup, mesdames, de se condenser. Bel exercice, c'est vrai. Puis arriver. Et puis sur ce mot de la fin, qui en effet fait partie aujourd'hui de l'ADN de cause. On a été contraints à travailler ensemble positivement. L'homme n'évolue que sous la contrainte, sinon on sera encore à la guerre du feu, je crois. Donc, en tout cas, c'est une belle image. Alors, est-ce que dans la salle, il y aurait des questions, des remarques, des suggestions? Tous les intervenants peuvent revenir aussi. Je passerai le micro. Oui, deux, trois petites choses. Tu oublies un acteur historique de l'insertion par l'activité économique, c'est la prévention spécialisée, qui a été un acteur majeur pour le lancement de cette histoire-là. Je pense qu'il y avait, dans la mise en place du dispositif, il y avait un piège, entre guillemets, c'était de prendre l'individu, de l'isoler et de chercher chez lui ses problèmes par rapport à ses difficultés. Et l'IAE et certaines structures ils sont encore dans ce piège-là. Mais celles qui en sont sorties ont trouvé le moyen d'en sortir. Et il est relativement simple, c'est de s'impliquer, de s'engager sur un territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, MPS participe à des fêtes sur le quartier, organise des fêtes avec d'autres associations, organise des repas, confectionne des repas avec les gens. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans la relation interindividuelle, on est dans une animation collective, dans un lieu de vie. Et ça crée beaucoup de liens humains forts qui permettent après à la relation interindividuelle d'avoir tous ces effets. C'est démontré d'ailleurs par l'ortie sur le côté systémique dans les QPV dans lesquels ils interviennent aussi. D'autres questions, suggestions? Bon, écoutez, c'est que tout le monde a eu réponse à ces questions. Je laisse clôturer la conférence par le président de l'AIEM. Denis. Ah, vas-y, Denis, le temps que tu t'installes. Deux questions. Bonsoir à tous. On avait des questions tout à l'heure, on discutait avec le président de l'association Rendre Service qu'on représente. Nous aussi, on est une structure d'insertion par l'activité économique. On existe depuis 1993 et on voit bien tout ce que vous expliquez tout à l'heure sur les régressions plutôt que des évolutions. Il fut un temps où on employait des personnes, ce qu'on disait, l'occupationnel, et depuis plusieurs années, on nous demande des objectifs. Les objectifs, on doit les atteindre. Parce que si on ne les atteint pas, on voit très bien que les subventions ou les aides au poste diminuent chaque année. On est averti chaque année qu'il va falloir éviter le développement des activités de notre structure. On nous dit, stop, vous arrêtez, pas de développement de nouvelles activités parce qu'il n'y aura pas de fonds et vous n'aurez plus les ETP dont on aurait besoin pour développer, si on voulait, des activités. Alors, on connaît l'ortie parce qu'on a visité aussi l'ortie en tant que chantier d'insertion il y a quelques années, mais on voit bien qu'il y a une volonté des pouvoirs publics, mais là, moi je le dis, moi je ne suis pas en réserve, il y a une volonté des pouvoirs publics
d'écraser des petites structures, au détriment des entreprises peut-être d'insertion et des grosses structures. Voilà, c'est un gros problème pour nous par rapport, évidemment, on a un dilemme entre l'accompagnement des personnes qu'on suit sur les chantiers, les difficultés de plus en plus grandes, des prises en charge qui ne sont pas fléchées avant l'entrée sur les chantiers d'insertion, de moins en moins de moyens également avec les partenaires, qui orientent les personnes sur le chantier. Et on se demande parfois, et d'ailleurs tous les collaborateurs, je dis collaborateurs parce qu'il y a également donc tous les encadrants techniques, les ASP, qui se posent énormément de questions et qui vivent eux-mêmes et qui sont épuisés, mais je dis bien épuisés, par tout le travail qu'on nous demande au niveau administratif, au détriment de l'accompagnement des personnes en difficulté, entre autres via la dématérialisation. On arrive aujourd'hui à des nouveaux outils qu'on nous dit facilités et qui nous empêchent bien sûr de travailler correctement avec les personnes qu'on suit. Il y a une deuxième question aussi. Bonsoir, Jean-Charles Brénon, syndicaliste à l'Union locale de la CGT à Metz. Une petite question à l'association CEL concernant justement la rémunération. Donc, j'étais sur le portail du ministère de la Justice, on a 45% du SMIC horaire brut pour la rétribution en termes de rémunération. Je suis allé sur votre portail à l'instant, sur le portail CEL, pour la vente des meubles. Je n'ai pas trouvé le prix des meubles. Je voulais savoir un petit peu, connaître votre modèle économique, savoir un peu comment l'argent était après, suite à la vente de vos meubles, savoir un petit peu comment était, est-ce qu'il y avait une mutualisation, une redistribution de l'argent aussi envers les détenus qui, à leur sortie, pourraient justement bénéficier de ces sommes. Merci. Pour les meubles, pour l'instant l'activité à Metz, c'est la réparation de meubles pour la marque Tikamoun, et donc c'est elle qui les vend dans des boutiques physiques qui lui sont propres. Donc c'est sous la forme d'une prestation de service, et effectivement la rémunération des détenus elle est de 45% du SMIC, et donc elle est fixe chaque mois sans évolution pour l'instant, mais on arrive à la fin de cette année tout juste à l'équilibre. Donc, et le modèle économique de l'association, en fait, on fonctionne par atelier, et c'est la tête de réseau pour l'instant c'est l'association de Soissons. Metz est un établissement secondaire de l'association de Soissons, et donc pour le modèle économique, pour l'instant, c'est l'association de Soissons qui gère ça, et sur Metz, on est toujours tout juste à l'équilibre pour cette année-là. Donc c'est les éléments que je peux vous communiquer. Il y a une décote puisque c'est un meuble réparé de l'ordre de 60%. Il est revendu à 60% du prix normal par la marque Tikamoun dans ses boutiques spécifiques. On pourra ensuite poursuivre les échanges. Voilà, autour du groupe. Je voulais juste réagir à ce que tu as dit par rapport à l'histoire de l'insertion. Donc oui, la prévention spécialisée. Je voulais aussi dire que j'étais un peu d'accord par rapport à la régression et à l'encadrement, mais quelque chose que j'ai oublié de préciser et qui est central par rapport à la coopération, c'est que cette coopération, et ça va faire sourire mon collègue, elle s'inscrit et elle doit s'inscrire dans les territoires et avec les territoires. Et que c'est sur ces territoires, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le territoire, pas forcément Metz métropole, c'est peut-être un bout de la Moselle, c'est peut-être à cheval des frontières administratives qui pourtant vont cadrer les choses, c'est quand le territoire va devenir le sujet politique qui anime les personnes pour nourrir ce territoire. Bon, c'est un peu métaphorique, mais pour que ce soit un territoire à vivre, où le bien vivre sur le territoire s'améliore, qui est les publics en insertion, les publics sans-abri, les publics toxicomanes, qui connaissent les addictions, les malades, tout un temps, les personnes âgées, etc. C'est à partir du moment où le territoire
va être le sujet de la coopération, qu'il y aura peut-être des améliorations et que ces territoires vont être soutenus par les collectivités territoriales. Alors, une dernière question. Oui, c'est une question que je me suis posée à écouter plusieurs des interventions qui ont été formulées ici ce soir et à laquelle je ne trouve pas de réponse. Est-ce que les pouvoirs publics aujourd'hui cherchent à épuiser l'activité par l'insertion comme ils le font pour toutes sortes d'autres activités sociales en diminuant les moyens et en multipliant les effets d'annonces télévisées, ou est-ce qu'il y a une volonté de l'anéantir au profit d'une conception qui serait plus solidaire ni empathique, mais une sorte de nouvelle forme d'intégration de personnes handicapées au marché du travail à moindre prix? Ouh, ça c'est du haut vol. Non? Oui? Alors il n'y a personne représentant l'État qui peut nous répondre aujourd'hui, malheureusement. Ah, Raphaël. Non, il n'y a pas de logique de complot. Il y a un air ambiant, c'est-à-dire que ça fait 50 ans qu'on est dans le néolibéralisme et que toutes les politiques publiques sont à l'aune de cette idée-là, c'est-à-dire la compétition entre les individus, la compétition entre les territoires, la compétition toujours. Et donc c'est ça, c'est-à-dire que là, l'IAE, c'est pas de la compétition, autrement ça n'a pas de sens. Donc on est en porte-à-faux avec l'ambiance néolibérale de ces 30, 40, 50 dernières années. Voilà. Donc j'ai le sentiment que l'ère du temps change, c'est-à-dire que j'ai le sentiment quand même que il commence à y avoir une prise de conscience que la coopération c'est quelque chose de fondamental et que sans ça on ne s'en sortira pas, ne serait-ce qu'avec le changement climatique et tout ça. Enfin, la réalité va nous ramener très très vite à des choses fondamentales. Même si tu évoquais tout à l'heure la bureaucratisation ou la mise sous tutelle des dispositifs innovants, et on voit bien que même s'il y a des marges de manœuvre, il y a quand même un durcissement, on voit, dans nos différentes sphères, par rapport à ce qu'on dit nos tutelles, de manière poétique, pour diriger nos actions. Mais voilà, la coopération entre nous pourra nous donner aussi ces marges de manœuvre. Tu voulais rajouter quelque chose avant que... Non, mais c'est qu'il y a beaucoup de raisons pour être très pessimiste, mais qu'il faut quand même trouver dans les relations d'expérience, d'expérimentation entre les différentes initiatives, justement des raisons de redevenir optimiste. Après, je partage l'idée que c'est une histoire de régulation, en fait. Les règles du jeu depuis à peu près 50 ans ont été celles de, comme ça a été dit par le président de Metropole Service, de le chacun étranger à tous. Enfin, ça a été quand même pas mal la concurrence généralisée, la concurrence. Alors l'IAE l'IAE n'est pas en concurrence, mais l'IAE a quand même aussi été étudiée. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi regarder ce qui s'est fait d'innovant et d'intéressant, mais aussi les pratiques d'écrémage qu'il y a pu avoir à l'entrée dans certaines entreprises d'insertion, ou qu'il peut y avoir pour maximiser, si vous voulez, son taux de sortie. Vous avez intérêt à prendre des personnes qui ont quand même un certain nombre de compétences à l'entrée, comme ça votre travail d'accompagnement atteindra plus rapidement les objectifs que vous vous fixez. Donc il y a aussi des autocritiques à avoir sur les différents modèles. Et puis il y a à repenser aujourd'hui la place de l'économie telle qu'on pense l'économie. L'économie n'est pas que le marché. Il y a à penser que la coopération, oui, peut remplacer la concurrence, mais à certaines conditions. Qu'il y a des chercheurs qui prêchent aussi pour l'alliance de la coopération et de la concurrence. Moi, ma position, c'est que ça ne fonctionne pas. La coopération va perdre par rapport à la compétition. Donc, on a qui parlent de cooptition, par exemple, pour essayer de faire des jeux de mots. Je pense que... moi, je me suis arrêté à l'histoire un peu précise de l'IAE dans mes travaux à 2014, où il y a eu une réforme. Bon, il y en a eu d'autres, mais
sur le pass IAE, etc. Mais c'était déjà, en fait, ce qu'on voyait, c'est que la contrainte des taux de sortie, en fait, sur différents territoires, et je pense notamment au Vaucluse, là, avait engagé un certain nombre de coopérations interstructures, intersectorielles, c'est-à-dire qu'il y a eu des alliances ensuite entre les acteurs pour atteindre des taux de sortie dans leur dialogue de gestion collectivement, que d'accord, on ne faut pas rester dans l'intérêt individuel de la relation d'accompagnement et penser le territoire, mais il faut aussi faire de l'interorganisationnel, je dirais, hein, c'est-à-dire ce que c'est faire de cause. C'est-à-dire que, ok, bah, nous, vous voyez, c'est nous qui faisons le travail, hein, c'est pas l'État, hein, c'est nous qui faisons le travail. À l'université, c'est la même chose. Faire comprendre que vous créez de la valeur ajoutée, mais c'est pas forcément des coûts évités, en fait. Parce qu'aujourd'hui, la logique, c'est celle des coûts évités. Je veux pas... Là, on a plusieurs programmes de recherche, en fait, qui essaient de montrer que, en fait, ce que vous produisez, c'est donc du mieux-être pour les territoires, et la valeur que vous produisez, même si elle est incommensurable d'une certaine manière, c'est surtout plus de liberté, en fait, pour les gens, plus de liberté de choix. Donc, ça, c'est quand même à mettre en avant. C'est pas de dire, bon, bah, regardez, ça vous évite tant ou tant de RSA ou tant d'indemnité. C'est de dire, en fait, ce que je crée, c'est de la richesse du territoire. Et ça, il faut savoir le remontrer, puisque, en fait, il faut montrer que la force, elle est, enfin, je ne vais pas faire de l'empowerment collectif, mais un peu, quoi, mais la force, elle est du côté des acteurs. Ah. Merci. Merci. On va passer la parole à Denis Reinert pour le mot de conclusion. M'appartient de conclure. Alors, je voudrais d'abord remercier les intervenants, donc au niveau intellectuel, au niveau sociologique et au niveau de l'expérience, qui nous ont apporté beaucoup ce soir. Je voudrais aussi dire, et puis l'IRTS qui a bien de disposition cet amphithéâtre, on avait perdu un peu l'habitude d'y venir, mais voilà, on va revenir. Et je voulais aussi dire un mot de Cause. Donc Cause, c'est né d'une idée de partager nos expériences, de partager ce que nous pouvions chacun faire de notre côté, de se connaître mieux et de pouvoir un jour avoir un espèce de répertoire en disant, quand une personne se présente chez nous, que ce n'est pas le travail que nous faisons dans notre association, de pouvoir l'envoyer vers quelqu'un que l'on connaît déjà. Et c'est aussi pouvoir créer des moments comme celui-là. Donc on va continuer à créer ces moments de réflexion, d'apport de notre expérience sur le terrain. On arrivera peut-être dans quelques années ou quelques dizaines d'années au problème des gens qui ne payent pas d'impôts et puis on s'interrogera sur leur capacité à réfléchir autrement que nous. Et je pense que Cause a un avenir, un grand avenir, et c'est à nous de le porter. Voilà. Maintenant, pour passer à une période un peu plus sympathique, on va se réunir autour d'un pot, et surtout on va essayer de passer devant le potager du rucher là-bas, où Metz Pôle Service nous a apporté quelques spécialités concoctées par les personnes qu'ils ont en insertion, et qui sont des spécialités qui peuvent se conserver un certain temps. C'est ça, voilà, on n'est pas obligé de consommer ce soir. Voilà, et je vous remercie tous. Merci beaucoup.